bonjour tout le monde. Bienvenue au dernier épisode de la 4e saison d'A priori. Aujourd'hui, je suis accompagné de Béatrice ainsi que de Maëva pour parler du programme pour les étudiants réfugiés de l'entraide universitaire mondiale canadienne. Comment allez-vous aujourd'hui, les filles? Ça va bien, toi? Ouais, merci. Donc, pour commencer notre sujet, on va commencer assez rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez, pour être sûr que tout le monde parte sur les bonnes bases, là, parce que je pense qu'on sait tout un peu c'est quoi un réfugié ou un camp de réfugiés, mais je pense que ça serait bien qu'on puisse se faire un petit rappel de ça avant de partir dans la matière. Oui, ben je peux commencer. Là. Un réfugié, selon l'entraide universitaire mondiale du Canada, c'est toute personne qui est persécutée ou craint de l'aide du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui se trouve hors de son pays de nationalité et qui ne peut ou ne veut pas, du fait de cette crainte, réclamer la protection de ce pays. Oui, fait que c'est quand même une définition là, plutôt générale là, de ce que c'est une personne réfugiée. Puis actuellement, là, selon le HCR, il y a plus de 117,3 millions de personnes dans le monde qui ont été forcées de fuir leur foyer. Puis il faut savoir que dans ce nombre-là, il y a 43,4 millions de personnes réfugiées. Puis ça, c'est à peu près là, 40% de ce nombre-là qui ont moins de 18 ans. Fait que ça, c'est important là, de le prendre en considération là, parce qu'on s'entend que ça a un impact sur la scolarité puis l'éducation de ces personnes-là. Puis aussi, là, si on va directement sur le site du HCR, il y a plein de statistiques là, par rapport à la situation actuelle là, de la crise des réfugiés. Puis on voit vraiment là, que depuis 2011, il y avait comme un petit plateau. Puis depuis 2011, ce nombre-là est en constante augmentation à cause des plusieurs crises et guerres à travers le monde. Là. Fait que c'est assez significatif là, actuellement. Donc aussi particulièrement la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Syrie. Il y en a beaucoup aussi au Venezuela. Oui, aussi. Des réfugiés. Donc, il y aurait beaucoup de conflits actuels qui causeraient cette hausse des réfugiés en ce moment. Surtout des enfants, en plus, quand même. C'est terrible de penser qu'il y a autant de... 40%, c'est quand même quasiment la moitié des personnes que c'est des enfants, quand même. C'est non négligeable. Hein? Donc, pour continuer, pour aller plus justement dans le sujet qu'on veut parler, c'est quoi le programme PAIR EMC qu'on dit? Oui. C'est quoi que ça fait dans le fond, ça? Dans le fond, là, si tu veux, je vais te faire un petit organigramme là, un peu pour t'expliquer c'est quoi exactement. Il faut savoir que ça part de l'EUMC, l'entraide universitaire mondiale canadienne. Ça, c'est un organisme là, qui est basé à Ottawa. Puis, il y a comme 3 branches principales dans ce programme-là, dont le programme pour étudiants réfugiés, le PAIR. Donc ça fait partie d'une de ces 3 branches-là. Puis ce que ça fait, c'est qu'il y a des comités locaux partout au Canada qui vont faire le parrainage d'étudiants réfugiés. Puis ça, ce que ça fait, c'est que dans le fond, c'est le parrainage de jeunes par des jeunes. C'est ça qui fait la distinction de ce programme-là. Là. Fait que ça fait qu'on participe au parrainage d'étudiants. Là, puis c'est, je vais laisser Maëva poursuivre à propos de ça. Oui, le parrainage, c'est vraiment, on parraine là, tout pendant 1 an. Il faut payer pour tous ses besoins. Il faut un soutien social aussi qui est très important, un soutien académique. Ça coûte cher. Ouais. Ça coûte beaucoup de sous pour un étudiant. À l'Université Laval, il y en a 3. Moi, j'étais dans le comité au Cégep de Lévis, on en avait 1. Je pense qu'à Limoilou aussi, où Béatrice était, il y en avait 1 aussi. Parce que dans les cégeps, il y a moins de financement là, qu'à l'université. Okay. Puis, dans le fond, vous dites que vous en termes de financement puis de coûts que ça coûte, dans le fond, vous payez comme tout ce que vous payez pour cette personne-là réfugiée, vous payez toutes ses affaires là, pour qu'elle puisse s'établir à Québec, dans le fond, où ce qu'elle va. Ouais. Ouais, mais est-ce que tu es familier un peu avec le processus de parrainage de personnes réfugiées en général? Non, mais même si je l'étais, je pense que ça serait une bonne chose de le dire à nos auditeurs. C'est bon, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui arrivent ici peuvent faire des demandes d'asile. Sinon, il y a l'autre option qui est une sélection à l'étranger.
Puis après ça, il peut y avoir différents programmes là, par le gouvernement ou des programmes mixtes. Puis le programme pour étudiants réfugiés, lui, ça fait vraiment partie du parrainage privé. Il faut savoir qu'un parrainage privé, un petit groupe de 5 personnes pourrait faire du parrainage. Par contre, il y a l'EUMC que eux autres, après ça, vont avoir comme des petits groupes constituants qui est les comités locaux là, que je te parlais tantôt partout au Canada. Puis, il faut savoir aussi là, qu'il y en a quand même 95 au Canada. Fait que ça, c'est quand même pas rien. Ouais. Puis ça peut être autant les universités, puis les cégeps ou les collèges là, qui participent. Puis, par rapport là, au financement, c'est qu'une fois que ces personnes-là arrivent, faut subvenir à leurs besoins pendant 1 an parce que ils arrivent ici, puis on va se le dire, ils n'ont probablement jamais connu un hiver. Donc, ça fait partie des dépenses qu'il faut faire, c'est s'assurer que la personne va avoir tous les vêtements nécessaires, le matériel nécessaire, d'offrir aussi un accompagnement parce qu'après 1 an, cette personne-là va être complètement autonome. On ne se souviendra plus aux besoins. Fait que ça fait partie un peu de pourquoi il faut faire du financement. Puis chaque comité local a sa façon là, de fonctionner. OK. Puis dans le fond, en termes de budget, ça coûte à peu près combien pour une personne? Ici, à l'Université Laval, il faut prévoir environ 28 000 par étudiant. Il faut savoir que le UMC aussi va fournir là, un guide là, de montant de base pour chaque catégorie. Par exemple, en alimentation, pour les vêtements, pour les soins de santé. Par exemple, si la personne a besoin de lunettes ou des choses comme ça. Fait qu'on a quand même des montants de base à respecter. Puis après ça, c'est sûr que là, ce ne sera pas les mêmes frais au cégep versus l'université, on s'entend. Oui, pour les frais de scolarité surtout. Exactement. Fait qu'il y a ça aussi qui va influencer le montant final. Puis en plus, on est dans une période où est-ce que l'inflation est assez élevée. Fait que je dirais que ce montant-là est en constante augmentation. Là, ouais. Donc, il est tout le temps ajusté justement avec l'inflation puis tout. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, on parle de 28 000 pour 1 an pour tous les besoins d'une personne? Oui, exactement. Fait que ça comprend le loyer, les frais de scolarité, ça comprend tout ce que la personne va avoir de besoin pour s'habiller, pour cuisiner, puis... L'autobus. Ben, à l'université, là, il y a la LPU, là, mais mettons, à Lévis, il fallait payer une carte de bus. Les résidences, des fois... à Lévis, on avait la cafétéria du cégep qui nous donnait une carte cadeau. Fait que ça c'était pratique aussi. Puis, tu sais, chaque comité local trouve son financement de façon différente. À Lévis, on avait beaucoup de... Moi, je suis plus familière avec le comité de Lévis que de l'université parce que je viens juste de rentrer dans celui de l'université. Mais à Lévis, là, on avait des magasins qui nous fournissaient, comme le Canadien Tire, qui nous fournissait des vêtements d'hiver. Donc ça, c'était très pratique là, parce qu'on n'avait pas à compter ça dans le... OK, on essaie de la compenser, le fait que 28 000, c'est quand même très peu pour une personne. Des bottes, un manteau d'hiver, ça coûte cher, là. Ouais. Tu sais, pour pas avoir froid, là, puis tu sais, ils sont pas habitués au froid, là. Ils arrivent ici, puis il fait genre 5, puis tu sais, ils ont froid, là. Fait que... Mais dans le fond, tu sais, c'est ça. Pense à tout ce que tu as besoin dans une année pour subvenir à tes besoins de façon autonome. Ben, ces personnes-là qui arrivent vont avoir besoin des mêmes choses que toi, là. Fait que c'est ça, c'est sûr. 28 000, c'est beaucoup pour financer tout ça. Mais en même temps, quand on y pense, 28 000 en 1 an, c'est pas beaucoup non plus. Fait que, c'est pour ça que là, on fait énormément de financement. On fait aussi de la sensibilisation. Tu sais, on essaie de faire des partenariats pour amasser des dons aussi. Puis, fait que c'est pas mal comme ça que le financement fonctionne. Les dons, c'est une grosse partie ici. Oui, vraiment. Oui. Oui. C'est on peut pas tout acheter neuf, là, parce que, tu sais, toi, là, dans ton appartement, mettons, t'as plein de choses, là, mais là, il faut partir de zéro, là. Faut tout meubler un appartement, des résidences, mais, tu sais, il faut avoir tout ce dont tu as besoin dans la vie de tous les jours. Fait que c'est beaucoup d'argent aussi, là. Non, mais c'est ça, là. De commencer à zéro, là. Tout d'un coup, en plus. Exact. Parce que, tu sais, nous, vu qu'on habite ici, on a comme déjà de quoi d'accumuler qu'on a gardé toute notre vie, tu sais. On repart pas vraiment de zéro, même quand on déménage en appart. Ouais. Donc, sinon, comment
Comment sont sélectionnés vos candidats, justement, pour... comment vous les choisissez? Parce que vous dites que, comme à l'Université Laval, il y en a 3. Oui. C'est sûr qu'il doit se en avoir plus que 3 qui veulent venir. Oui. Ben, tu sais, ce qui est important là, de savoir, c'est que c'est pas nous qui fait la sélection à l'étranger. C'est vraiment l'EUMC. Puis actuellement, là, l'EUMC, elle recrute dans 4 pays. Donc, il y a la Jordanie, le Liban, le Kenya et l'Ouganda. Faut savoir là, que ça fait juste 1 an que c'est ces 4 endroits-là, parce qu'avant, il y avait aussi en Tanzanie puis au Malawi, mais malheureusement, là, à cause du manque de dons, de main-d'œuvre auprès de l'EUMC, ils ont dû fermer leur poste dans ces 2 pays-là. Fait que, c'était quand même un dur coup, mettons, là, mais bon, là, il reste quand même 4 pays où est-ce que l'EUMC va recruter. Puis comment ça fonctionne, c'est qu'il y a vraiment quand même beaucoup de critères là, de sélection pour que les étudiants dans les camps de réfugiés puissent postuler. Donc, par exemple, le premier critère, c'est d'être réfugié, ayant vécu dans son pays d'asile pendant au moins 3 ans. Après ça, il faut que la personne allait compléter aussi ses études secondaires et il faut qu'elle soit aussi en possession de son diplôme officiel et original de ses relevés de notes pour le prouver. Il faut que la personne soit aussi âgée entre 18 et 25 ans. Il faut qu'elle soit compétente en français ou en anglais parce qu'on s'entend que la personne doit parler français pour venir à Québec, mais anglais pour le reste du Canada. Il faut aussi qu'elle soit célibataire, sans personne à charge ou sans enfant. Il faut qu'elle soit aussi éligible pour la réinstallation sous le programme de parrainage privé de réfugiés au Canada. Puis, il faut qu'elle soit aussi autonome, mature et adaptée pour l'intégration au Canada, parce qu'on s'entend que, on a nommé l'hiver, par exemple, mais c'est juste un des nombreux défis que la personne va avoir à rencontrer. Fait que c'est pour ça que l'EUMC a ce critère-là également. Puis, c'est sûr qu'elle va rencontrer faut qu'elle ait rencontré aussi des obstacles pour accéder ou pour compléter son éducation. Fait que ça, c'était le dernier critère là, de sélection de l'EUMC. Puis ça, c'est vraiment comme l'EUMC, après ça, qui va choisir les gagnants, si on peut dire. Puis je vais laisser Maëva poursuivre pour expliquer ce qui se passe, nous, dans les comités locaux. Donc, dans chaque comité local, on reçoit 3 candidatures. Puis là, on a un comité de sélection, là, souvent de 3 personnes environ, qui va évaluer ces candidatures-là. Il faut savoir que les 3 candidatures qu'on reçoit, ils s'en viennent au Canada. Généralement au Québec aussi, vu qu'ils parlent français, ceux qu'on reçoit. Et là, il faut les mettre en ordre de préférence selon comment on peut les aider dans notre comité local. Donc, si eux autres, ils veulent faire un programme qu'on n'a pas dans notre établissement scolaire, on va pas le mettre en premier choix. Parce que, tu sais, on peut pas les aider tous, on peut pas aider tout le monde, tu sais. Alors là, on évalue puis là, on a toutes leurs relevés de notes, on a leurs résultats de tests de français, on a leur lettre de motivation, on a tout leur dossier, puis on les met en ordre. Et ensuite, c'est l'EUMC qui va regarder les choix 1, 2, 3 de tout le monde, de tous les comités, puis là, ils vont les replacer là, pour que ce soit le mieux pour chaque étudiant. Puis si je peux me permettre de rajouter quelque chose, là, tu sais, c'est à noter que ça, c'est strictement confidentiel aussi, là. Donc, tu sais, le petit comité de sélection, autant dans le comité local ou à l'EUMC, ces documents-là vont être détruits après, là, parce que on s'entend que c'est comme des renseignements personnels, mais c'est juste pour nous permettre d'offrir le meilleur accompagnement possible à l'étudiant qui va arriver. Puis, sinon, ce qui est important aussi là, de prendre en considération, des fois, on l'oublie un peu, là, mais c'est dans le choix des mots dans les comités locaux, c'est de toujours parler de la personne étudiante, puis non de dire que c'est un réfugié ou une réfugiée, parce qu'une fois que la personne arrive ici, ce qui est incroyable avec le programme PAIR, c'est que la personne va arriver ici avec sa résidence permanente. Donc ça se fait à l'aéroport dès qu'il arrive. Donc, la personne n'a plus le titre de réfugié. C'est vraiment une personne résidente permanente. Fait qu'il y a ça aussi dans les comités locaux qui est super important, là, le choix des mots pour rester inclusif puis respectueux aussi là, envers ces personnes-là, parce que c'est des personnes comme
comme nous, mais qui ont juste vécu, qui ont dû fuir leur pays, dans le fond, qui ont vécu d'autres choses que nous. Mais c'est important de respecter leur titre de résident permanent aussi, là. Ouais, c'est ça. Ils ont juste pas le même vécu, mais à la fin, ils sont pareils. Là. Oui, ça, c'est pas... exactement, là. C'est des êtres humains comme nous. C'est ça, tu sais, faut pas... parce que si on dit réfugiés, je pense que ça vient comme créer une distance. C'est comme s'ils étaient pas nous, genre. Mais dans le fond, ils sont nous. C'est ça, ces gens-là. Ben, ouais. C'est des résidents permanents du Canada. Là. Ils n'ont plus le statut de réfugié dès qu'ils mettent les pieds au Canada. C'est ça. Ouais. C'est quand même un bon programme, ça veut dire, des personnes qui peuvent... Vraiment. C'est sûr que ça sont parmi des, je sais pas, des combien de personnes, des millions, genre, ou des centaines de milliers, genre, à être sélectionnés. Puis ça, ils doivent vivre, ils doivent être vraiment contents, là. Genre, tu sais, t'arrives, t'es tout de suite permanent, puis tu te fais accompagner par d'autres personnes étudiantes, tu sais, autour de toi, tu sais, qui peuvent peut-être un petit peu plus comprendre ta réalité, vu que sont étudiants à au même établissement scolaire que toi, genre. Oui, c'est sûr, mais en même temps, on peut pas comprendre. Non, on peut pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu avant, parce qu'on n'a jamais été et on sera jamais dans cette situation-là. Ben, finalement pas. mais c'est ça. Fait que c'est important de pas dire genre qu'on comprend, parce qu'on ne comprend pas. On peut genre... On peut constater, voir, puis essayer d'écouter, d'être là le plus possible. On pourra jamais dire « Hey, je comprends ». Non. Ça, on peut pas. Ouais. Non, je sais pas si je l'ai dit, là, parce que si je l'ai dit, je voulais pas dire ça. Non, c'est sûr qu'on peut pas tout comprendre ça, justement. Ouais. Puis sinon, vous, dans les comités locaux, vous dites, vous sélectionnez les personnes, puis vous occupez d'elles, puis vous occupez du financement. Est-ce qu'il y a d'autres tâches que vous faites, sinon, dans toute cette organisation-là de l'UMC? Dans l'assaut à Laval, ici, en fait, on a comme un comité exécutif où est-ce qu'il y a différents postes à combler, là, que ce soit dans l'accompagnement des personnes pour subvenir, pour en fait réaliser les 5 piliers. On pourra en parler plus tard, là, des 5 piliers à combler là, de l'UMC. Sinon, ça peut être autant les réseaux sociaux que des événements. Il y a aussi, et bien évidemment, un président. Fait que il y a plusieurs postes dans l'exécutif. Puis sinon, on a aussi les membres actifs. Ça, c'est des personnes qui veulent s'impliquer, mais qui veulent pas avoir de poste fixe. Okay. Fait qu'il y a moyen de faire ça aussi, là. Sans un membre actif, c'est que, par exemple, quand les étudiants ont leur premier rendez-vous chez le médecin ou chez l'optométriste ou chez le dentiste, c'est toutes des occasions où est-ce qu'on a besoin de personnes qui vont accompagner ces étudiants-là. Fait que on écrit aux membres actifs, bonjour guys, on aurait besoin de quelqu'un qui accompagne l'étudiant X pour son premier rendez-vous chez le dentiste, qui est disponible. Fait que là, les membres actifs se manifestent. Puis c'est une façon de s'impliquer sans que ça demande trop de son temps, là, vraiment. OK. Donc, ça, pour les personnes qui nous écoutent, je pense que ça pourrait être un bon début pour ceux que ça intéresse. Oui, absolument. On introduit tranquillement le sujet. Oui. Donc, justement, c'est que vous diriez aux gens qui veulent s'impliquer là-dedans? Vous leur diriez de commencer par être actif? Ouais, membre actif, c'est sûr que c'est pas... Tu peux t'impliquer comme tu veux. Tu peux... Si tu veux aller à des rendez-vous à tous les jours avec des étudiants, tu peux y aller. Mais t'es pas obligé. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois si t'as vraiment pas de temps. Mais on prend toujours toute l'aide qu'on peut. Là. Puis il y a aussi, on a parlé de financement tantôt. Les membres actifs, s'ils n'ont pas nécessairement envie de faire de l'accompagnement, ça peut être juste du financement. Ça, par exemple, là, actuellement, on est en train de se construire un petit plan d'action pour notre financement parce que, comme je l'ai parlé tantôt avec l'inflation, là, faut toujours amasser plus. Fait que ça peut être juste ça aussi, là, quand on organise des petits événements ou si quelqu'un qui a des idées puis qui a envie d'organiser des choses, les membres actifs sont là aussi pour ça. Là. Fait qu'on est vraiment une grosse équipe qui s'entraide puis on a tout un but commun. C'est de s'assurer qu'on soit en mesure de parrainer chaque année 3 étudiants ici à l'Université Laval. OK. Puis est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce rôle de membre actif-là? Vous avez comment? Est-ce que vous avez de la difficulté à avoir des personnes? Comment ça se passe de ce côté-là? Je te dirais que c'est quand même assez
pas tant connu que ça, le UMC. C'est sûr que moi, je n'ai entendu parler parce que ce comité-là, il l'avait aussi au Cégep Limoilou. Puis j'ai été 3 ans dans ce comité-là aussi au Cégep. Fait que moi, j'étais déjà au courant là, qu'il y avait ce comité-là ici à l'Université Laval. Fait que moi, l'année dernière, avant de rentrer à l'université, je voulais absolument avoir un poste dans l'exec. Fait que j'ai décidé de rentrer comme au printemps pendant ma dernière session de technique. Là. Puis j'ai été en mesure d'avoir un poste dans l'exécutif ici à Laval pour continuer. Mais sans ça, je savais pas là, qu'il y avait... j'aurais jamais su là, qu'il y avait ce comité-là ici à l'Université Laval. Moi, j'ai été 3 ans dans le comité à Lévis. Puis je savais même pas qu'il y avait un comité à Laval. Puis moi, je suis partie là, 1 an travailler à l'extérieur après mon cégep. Fait que je suis arrivée ici, puis moi... j'avais comme pas... je savais même pas qu'il y avait un comité. Puis là, j'ai parlé avec Béatrice. Puis elle était genre, est-ce que tu connais ça? Puis j'étais genre, ben oui, là, j'étais dans le comité 3 ans. Là. Fait que là, c'est pour ça que je suis rentrée là, dans le comité comme membre actif. Là. Les Béatrices n'auront plus d'excuses maintenant pour... Exactement. Faut pas le savoir. Là, à ce temps qu'il y a un épisode d'1 heure, là, ils doivent savoir tous les détails maintenant. Mais il y a quand même des gens du Biapri dans cette association-là. Okay. Là, même des anciens membres. Actuellement, moi, j'ai le poste de VP PER. Puis celle qui était là avant moi, c'était une étudiante au Biapri de 3e année aussi. Ah là. ouais, OK. Ouais. Ah, ben c'est fun de voir que, comme d'habitude, les gens du Biapri aiment bien ça s'impliquer dans leur vie universitaire. Sinon, c'est ça, j'étais dans vos rôles dans Béatrice, dans l'exécutif. Est-ce que tu étais dans l'exécutif toi aussi, Maëva? Au cégep, ça? À l'université. À l'université, non, moi, je suis membre actif parce que j'étais pas là l'année passée pour... OK, moi, je comprends. Les élections, là. Ouais. Puis sinon, Béatrice, t'as dit que t'avais... C'est quoi ton rôle déjà dans l'exécutif? VP PER. Dans le fond, ça, c'est vice-présidente PER. Puis on est 2 là, à faire ce poste-là là, parce qu'il y a les 5 piliers, là. Si tu veux, je peux en parler. Oui, c'est ça, pour savoir un peu plus c'est quoi ton rôle, justement. OK, c'est bon. Mais dans le fond, les 5 piliers, là, c'est qu'il y a le pilier financier, celui académique. On a aussi celui santé et bien-être, celui social, puis celui autonomie. Dans le fond, c'est qu'il faut s'assurer d'accompagner les étudiants qui arrivent selon ces 5 piliers-là. Puis le UMC, à chaque mois, nous envoie quand même la marche à suivre de qu'est-ce qui devrait être fait. Par exemple, moi, je m'occupe niveau santé et bien-être, puis aussi un peu social. Fait que dans le fond, par exemple, on reçoit, pour le mois d'octobre, les étudiants devraient avoir eu leur premier rendez-vous chez le médecin à la clinique des réfugiés au Jeffrey Hill. L'étudiant devrait avoir aussi pris rendez-vous chez le dentiste, puis il nous donne un peu la to-do list de ce qu'on devrait avoir rempli dans ces piliers-là. Fait que moi, c'est mon rôle de ce côté-là avec ce poste-là. Mais tu sais, ma collègue là, qui est VP PER, qui s'occupe du côté financier et académique, c'est sûr de s'assurer, par exemple, que les étudiants ont leur carte de crédit, qui ont compris comment fonctionnait, par exemple, l'application Desjardins pour faire les paiements en ligne, par exemple, des résidences, de s'assurer aussi avec le fonctionnement Mon Portail, qui sont prêts pour réserver leurs locaux d'examen. Fait que c'est vraiment tout ça, c'est d'accompagner la personne pour s'assurer qu'elle soit de plus en plus autonome, parce qu'après ça, après 1 an, le parrainage termine. Fait qu'on n'est plus là pour offrir cet accompagnement-là. Puis le 5e, là, par rapport à l'autonomie, on le fait comme tous un peu là, implicitement, parce que on est là pour les accompagner quand ils ont besoin. Mais tu sais, notre rôle, je dirais, il est vraiment là, d'égal à égal. Là. Okay. Parce que des fois, ça peut donner l'impression que c'est comme, mettons, on est comme des parents pour eux autres, mais c'est vraiment pas le cas. Là. Parce que on est égal à eux autres, puis c'est vraiment juste une relation d'aide, d'accompagnement. On est là pour te soutenir, mais on n'est pas responsable de toi. Il y a juste cette nuance-là qu'il faut faire là, pour bien comprendre là, c'est quoi les 5 piliers. Fait que moi, c'est plus ça mon rôle dans le UMC actuellement. Puis tu sais, j'organise aussi là, des petites activités des fois, juste du social, ça fait du bien de sortir. On va aller prochainement là, visiter le marché de Noël allemand. On invite les membres actifs aussi parce que c'est le fun quand on se retrouve plusieurs personnes aussi. Parce que le but aussi, c'est qu'ils puissent découvrir un peu la ville. Puis découvrir, tu sais, c'est le premier hiver. Fait qu'on va
on va s'assurer qu'elle ait visité le plus de choses possible. Là. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, mon rôle. Surtout, comme la première neige, là, oui. ça devait être quelque chose. Là. Oui, ça c'est un moment que j'aime beaucoup. Là, quand il neige, on n'est pas avec eux autres souvent, mais là, je leur écris « Hey! Regarde par la fenêtre de ta chambre, il neige! » Fait que c'est tout le temps comme, tu sais, sont tous émerveillés parce que c'est la première fois. Fait que là, je suis comme « Hey, je vais te montrer, check, on peut faire des balles de neige. » Puis là, genre, je leur en lance, mettons. Ils sont comme « Hey! » C'est juste comme d'accompagner là-dedans pour comme découvrir un peu tout ça, là. OK, puis tu disais que tu étais VP, vous étiez 2 VP. Oui. Toi, tu t'occupes de 2 des 5 piliers. Oui. C'est ça. Puis dans le fond, l'autre VP fait les 3 autres. Les 2 autres. Parce que l'autonomie, c'est ça. OK. Dans le fond, c'est un peu... ça englobe un peu tous les piliers aussi, là. Parce qu'on veut que la personne soit autonome dans tous les autres piliers. C'est un peu complexe, dit comme ça, là. Mais on veut que la personne soit autonome au niveau santé, bien-être, au niveau financier, au niveau académique, puis au niveau social. Fait que c'est pour ça que ça fait partie un peu de ces autres piliers-là. L'autonomie est dépendante des autres. Oui, exactement. Ben, c'est ça. Ironiquement. Oui. Fait que c'est ça un peu notre rôle. OK. Puis sinon, c'est quoi les liens qu'on préfère justement que les personnes qui étudient au BIAPRI, pourquoi ça pourrait les intéresser, ça, comme implication? Le PER, ça a un impact international, on s'entend, parce que c'est des gens de d'autres pays qui sont réfugiés dans d'autres pays qui viennent ici. Sinon, il y a des possibilités d'emploi avec le BIAPRI à l'EUMC, qui est l'entraide universitaire mondiale du Canada. Sinon, c'est des sujets d'actualité qui touchent autant le secteur du droit, de l'économie puis de la politique, comme les déplacements forcés, la crise des réfugiés, l'immigration. Je pense qu'on va justement en parler demain dans notre cours d'institution internationale. Ah ouais. Quel drôle là-dedans. C'est vrai. Fait que de mon côté, si je peux renchérir là, par rapport au lien avec le BIAPRI, c'est que moi, le comité, en fait, le programme pour étudiants réfugiés, ça a vraiment été ça qui m'a donné le coup d'envoi là, pour le BIAPRI. Parce que, en fait, je suis arrivée au cégep, puis j'ai fait une technique en diététique. Ça n'a vraiment pas rapport là, avec le BIAPRI. Puis, c'est quand j'ai commencé ma technique, j'étais bien motivée, là, puis j'avais vraiment envie de m'impliquer, puis j'avais reçu un MIO pour promouvoir. On avait tout ça au cégep, là, mais j'avais reçu un MIO qui faisait comme un peu la promotion de ce comité-là parce qu'il voulait le repartir, parce qu'à cause de la COVID, il avait arrêté. Fait que moi, j'avais embarqué là-dedans, puis tout au long de mon parcours au cégep, j'ai été impliquée à fond là, dans ce comité-là. Puis on dirait que plus la fin de ma technique approchait, plus j'étais comme « Hey, mais me semble que j'ai tellement envie de construire dans les relations internationales. On dirait que je suis pas prête à arrêter ce cégep. Puis je me vois pas être technicienne en diététique toute ma vie. » là. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Puis j'étais comme, tu sais, avec un préalable de technique en diététique, il doit pas avoir grand-chose en relations internationales là, qui va m'accepter. Là. Puis là, finalement, j'ai découvert le BIAPRI. Puis j'étais comme, voyons, c'est moi, ça. Il faut juste une bonne cotère. C'est exactement ça. Fait que j'ai décidé de postuler parce que moi, c'est vraiment surtout la crise des réfugiés, tout ce qui est les relations internationales. Aussi, justement, j'aime beaucoup tout ce qui touche aussi le droit, l'économie, la politique. Fait que j'étais bien servie avec le BIAPRI. Fait que c'est vraiment le lien que je peux faire avec le BIAPRI. Puis même actuellement, comme Maëva l'a dit là, tantôt, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut pas nier le fait là, que, par exemple, ce qui se passe entre Israël puis la Palestine, il y a énormément de personnes réfugiées là, à cause de ça qui sont obligées de fuir leur pays. Fait qu'on dirait que tout est interrelié puis on fait plein de liens. Puis moi, c'est une cause qui me tient vraiment, 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 vraiment beaucoup à cœur. Fait que c'est le lien que je peux faire avec le BIAPRI, là. OK, quand même intéressant de voir tout un revirement d'études, là, de nutritionniste à... technicienne en diététique. Diététique, oui. Ouais. Donc, relations internationales. Donc, en tout cas, c'est déjà le temps de la pause. Ça passe quand même assez vite. Donc, c'était a priori sur les ondes de Chiz 94.3. On se revoit dans 2 minutes.
Donc, bienvenue à priori sur les ondes de Chiz 94.3. On est en train de parler du programme PER EUMC avec Béatrice ainsi que Maëva. Donc, on a conclu avant la pause justement le lien qu'il y a avec le bi-appris, comment ça pouvait intéresser les bi-appris, ce programme-là. J'aimerais ça continuer sur, c'est quoi, un peu plus, pour approfondir sur le UMC, c'est quoi les possibilités d'emploi qu'il y a avec ça, pour les gens que ça pourrait intéresser au sein du bi-appris? Dans le fond, c'est sûr que à l'EUMC directement, là, il y a des agents de programmation PER. Puis entre autres, c'est un peu lui aussi là, qui m'a inspirée parce que cette personne-là, là, qui est comme notre personne ressource à l'EUMC à Ottawa, avait fait un bac. Là, c'est sûr que c'était pas à l'Université Laval, fait que ça s'appelait pas le bi-appris, mais c'était à peu près la même chose dans le fond. Puis lui, c'est même affaire. Là, il s'intéressait énormément à la crise des réfugiés, puis il voulait s'impliquer dans le UMC. Fait qu'il est allé chercher son bac, puis il travaille là-bas. Puis je me souviens, quand j'étais encore étudiante là, au Cégep Limoilou en diététique, mais souvent, j'avais des questions, on discutait parce qu'on se faisait des petites rencontres, puis j'avais des projets. Puis il me disait, va faire ton bac, là, tu vas triper, puis après ça, tu vas pouvoir continuer dans le UMC. Fait que ces possibilités d'emploi-là. Puis de mon côté, ce serait peut-être un de mes objectifs là, de travailler dans des organismes par rapport à ça. Puis ça serait un petit plus si je suis capable de travailler là, directement dans le UMC après avec mon bac. Puis ça serait quoi comme travail que tu aimerais ça faire dans le UMC? As-tu une possibilité en tête déjà? Ben c'est sûr que je me ferme pas de porte là, parce qu'on s'entend que, tu sais, quand je suis rentrée au cégep, moi, je m'en allais être technicienne en diététique là, en milieu hospitalier, puis c'est pas là que je suis en ce moment. Là. C'est ça. Fait que je me garde toutes les portes ouvertes là, pour voir où est-ce que la vie va m'amener. Mais c'est certain que si je suis capable de faire un peu le même genre de travail que l'agent de programmation actuel, c'est sûr que j'aimerais ça parce que c'est vraiment comme un travail que je trouve super intéressant. Puis, tu sais, on s'entend que ça fait déjà 3 ans et demi que je suis dans bénévole là, dans le programme pour étudiants réfugiés de l'EUMC. Fait que j'ai quand même un peu d'expérience plus par rapport à comment fonctionne le programme dans un comité local. Là, mais j'aimerais ça peut-être monter, si c'est possible, avec mon bac. Là. OK. Ouais. En tout cas, c'est le fun pour toi. J'ai hâte de voir aussi que ça va terminer. Merci. Puis sinon, on parlait justement qu'il y avait comme une crise mondiale justement avec l'Ukraine, puis que la Palestine, puis Israël, ça faisait qu'il y avait comme plus de réfugiés. Est-ce que ça, vous le ressentez vraiment comme impact au sein du PER? En fait, pas tant que ça, parce qu'on s'entend que le nombre de personnes parrainées chaque année va rester le même. OK. Malheureusement, même si le nombre de personnes dans les camps de réfugiés est en constante augmentation, nous, on peut pas parrainer plus d'étudiants. C'est sûr que le UMC a quand même un objectif là, d'augmenter d'un certain nombre de personnes le parrainage, mais tu sais, c'est sûr que ça prend suffisamment de bénévoles, puis ça prend le financement qui vient avec aussi. Là. C'est super difficile de combiner tout ça, là, on s'entend. Fait que malheureusement, on peut pas augmenter. OK, ouais. Ouais, c'est à l'Université Laval, ça va rester quand même 3 étudiants, sauf qu'on s'entend que c'est quand même un enjeu qui nous touche beaucoup. Puis c'est une façon quand même de faire une petite différence, pareil. Je sais pas, Maëva, si tu veux rajouter quelque chose, là? Ouais, ben aussi, le recrutement de l'EUMC se fait pas dans les pays proches de l'Ukraine où il y a les réfugiés ukrainiens. Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est beaucoup plus en Afrique. Donc, c'est sûr que cette crise-là, en ce moment, on n'est pas touché par ça avec le programme PR, mais c'est ça. Oui. Dans le fond, c'est surtout le financement, je pense, qui vous limite, je pense, à la quantité de personnes que vous pouvez avoir. Ça serait-tu un peu ça? Oui, entre autres, c'est un des facteurs. Mais tu sais, c'est sûr que si on augmente le nombre de personnes parrainées, c'est que ça prendrait aussi encore plus de membres actifs. Ça prendrait un exécutif encore plus solide puis nombreux aussi, là, parce que ça demande quand même de la gestion. Parce que, tu sais, oui, puis ce qui est aussi important là, de savoir, c'est que le UMC, dans le fond, il y a un accord avec l'IRCC. Dans le fond, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Fait qu'il y a quand même cet accord-là aussi là, à respecter, puis tous les critères à respecter aussi. Là, fait que on peut pas décider de faire ce qu'on veut quand on veut, malheureusement. Fait qu'il y a juste ce petit point-là aussi à pas oublier. OK. Puis sinon,
Je voudrais savoir, c'est quoi qui vous intéressait à aller dans ce programme-là, justement, comme Béatrice, c'est dans l'exécutif, mais Eva, t'es membre actif, je sais pas si tu vas aller dans l'exécutif un jour. Peut-être. Ça reste une surprise. Mais c'est quoi qui vous a appelé personnellement à faire partie de ça? Moi, c'était un de mes profs au cégep qui nous avait parlé de ça. Puis je me cherchais une implication quelconque parce que je voulais comme faire quelque chose de mon cégep, là. Puis il nous avait parlé de ça, qu'il cherchait des gens pour faire partie du comité. J'étais genre, oh my God, c'est tellement cool comme comité. Puis là, j'avais fait comme les petites formations et tout au cégep. Puis là, je trouvais ça super intéressant. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer comme tranquillement. Puis là, finalement, ma dernière année, on était comme 2 puis on faisait tout. Là. Ah ouais, OK, 2. Mais écoute, c'est ça. Puis là, quand Béatrice, elle m'a parlé qu'il y avait le comité à Laval, j'étais genre, ben là, moi aussi, je vais faire partie. Pourquoi pas? Ouais. Ah ben moi, de mon côté, c'est vraiment... je n'ai parlé un peu tantôt, là, que j'étais arrivée... j'ai commencé ma technique au cégep, puis j'avais vraiment envie de m'impliquer. Puis, c'est ça. C'était par Mio que j'avais reçu cette info-là, puis c'était avec ma meilleure amie, puis j'étais comme, hey, j'ai vraiment envie, tu sais, ça a l'air super cool. Puis moi, il y a comme un petit slogan là, qui m'a vraiment interpellée. Ça disait de changer le monde un humain à la fois. Puis j'étais comme, wow, je trouve ça merveilleux. Ouais, c'est parce vrai. que on dirait qu'avant, je le réalisais pas tant que ça, puis je l'ai tellement réalisé en m'impliquant, mais que, tu sais, on est né ici, au Québec. On a eu accès à l'éducation toute notre vie. Tu sais, la preuve, on est encore à l'université. On n'a pas à s'inquiéter pour notre vie à tous les jours. Tu sais, on a quand même une certaine stabilité, puis on a quand même une chance parce que c'est tellement pas la réalité partout dans le monde avec tout ce qui se passe. Puis c'est incroyable là, à quel point c'est pas la même réalité que tout le monde. Puis on dirait qu'en réalisant ça, j'étais comme, il faut absolument que je m'implique pour essayer au moins d'aider les personnes qui n'ont pas eu cette même chance-là à au moins l'avoir un jour dans leur vie. Puis je trouvais que c'était en m'impliquant dans ce programme-là que ça permettait de redonner au suivant, dans le fond, parce que, tu sais, le programme pour étudiants réfugiés, comme on l'a dit tantôt, c'est la réinstallation et l'éducation postsecondaire, parce que c'est des personnes qui vivent dans des camps de réfugiés qui n'ont pas accès à des études postsecondaires. Fait que je trouve que c'est tellement de redonner au suivant, puis c'est d'aider un peu avec la crise des réfugiés qu'il y a partout dans le monde, c'est d'aider un petit peu à notre façon. Fait que moi, c'est vraiment ça qui m'a motivée de m'impliquer dans ce comité-là, puis de rester. Puis aussi, petit fait intéressant, quand j'étais en secondaire 4, on avait, je sais plus pourquoi le prof nous avait montré ça, mais il nous avait fait écouter en anglais un reportage sur les réfugiés au Myanmar. Puis ça m'avait tellement touchée, j'étais comme, on dirait que j'avais jamais réalisé ça, là, que à l'autre bout du monde, c'est pas comme ici, là. T'sais, on voyait des gens qui marchaient parce qu'ils fuyaient leur pays, puis ça m'avait vraiment marqué. Fait que je dirais que c'est comme là que ça a comme semé un petit quelque chose, puis au cégep, ça a juste comme, là, je veux faire quelque chose. Tu voulais vraiment aider des gens, dans le fond. Oui, c'est vrai. Je dirais que c'est vrai que c'est la relation d'aide un peu. Là, ouais, parce que moi, c'est une cause qui me touche beaucoup, dans le fond, qui me tient à cœur. Là. Toutes les causes sont bonnes dans la vie. C'est juste que moi, c'est vraiment elle que j'ai accrochée. Là. Parce que toutes les causes sont bonnes. Je pense pas qu'il y en a une meilleure qu'une autre. C'est juste qu'on peut pas s'impliquer dans tout en même temps. Puis moi, c'est vraiment cette cause-là qui vient me chercher, puis qui m'interpelle, puis qui me passionne. Fait que c'est pour ça que je m'implique là. Ah, mais c'est une bonne raison. Sinon, est-ce que vous avez des sources d'inspiration par rapport à ça qui vous ont mené à faire ça? Tellement! Tellement! C'est Corneille, le chanteur. C'est un chanteur québécois, mais dans le fond, là, je sais que c'est pas tout le monde qui est au courant, mais c'est une personne originaire du Rwanda. Okay. Puis, tu sais, il y a eu un génocide au Rwanda, là, je me rappelle plus, je pense que c'est dans les années... Ça, c'était en 94. Oui, c'est ça. Ouais. Je me souviens jamais de la date exacte, mais lui était plein là-dedans. Là. Toute sa famille s'est faite assassiner devant lui. Puis lui, il a survécu parce qu'il est allé se cacher derrière un divan. Puis, dans un livre, Là où le soleil disparaît, s'il y en a que ça intéresse de lire, là, moi, c'est un livre coup de cœur. Là, il explique justement tout ce parcours-là qu'il a fait un peu avant. Puis après, quand il est tombé réfugié,
Il explique son parcours, puis après ça, son arrivée au Canada, son début de carrière en tant que chanteur. Je trouve ça tellement merveilleux. Moi, j'ai trouvé ça tellement inspirant parce que, tu sais, comme Maëva l'a dit tantôt, on comprendra jamais. Mais en s'informant, en lisant, en essayant d'en savoir le plus possible, c'est là qu'on est capable quand même d'essayer de comprendre, même si on ne comprendra jamais à 100%. Là. Puis moi, ça m'a touchée. J'ai trouvé ça tellement inspirant. Puis l'année dernière, j'ai eu la chance là, de participer à une journée au centre de foire là, à Québec, là, puis il était invité pour donner une conférence. Puis c'était par rapport justement à son parcours. Okay. Là, c'était super touchant. Puis après ça, à la fin, je suis allée le voir. Puis j'y ai posé la question parce que, tu sais, on s'entend que je suis une personne blanche née au Québec, là. Je représente pas la minorité, là. Fait que moi, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour aider? Parce qu'on s'entend que je comprendrai jamais, tu sais. Parce que même si je veux, je peux pas, tu sais, je suis pas une minorité visible. Puis je l'ai pas vécu, ce parcours-là. Fait que comment est-ce que je peux aider? Puis il m'avait dit, c'est de s'intéresser à l'autre. C'est de l'écouter, de le questionner. Ben, de le questionner, pas personnellement, là, mais de comme démontrer que tu t'intéresses à cette personne-là. Juste parce que, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on est confronté souvent ici. Fait que c'est ça, c'est pour rendre la communauté encore plus accueillante. Fait que j'avais trouvé ça très motivant. Puis j'avais trouvé que c'était vraiment une belle source d'inspiration parce que il y a des paroles sages, je trouve. En tout cas, je vous invite à... Il parle bien. Oui, puis tu sais, même dans ses chansons, là, bon, je vais pas faire trop de pub pour lui, là, mais même dans ses chansons, tu sais, il en parle, là, c'est subtil des fois, mais il en parle là, de son parcours puis des obstacles qu'il a rencontrés. Fait que j'avais trouvé ça super inspirant parce que c'est une façon de s'intéresser à l'autre, à d'autres réalités qu'on connaît pas, pour rendre la communauté encore plus accueillante, inclusive par rapport à cet enjeu-là. Fait que moi, c'était ma source d'inspiration, vraiment, là. OK, puis tu dis qu'on peut pas comprendre. Mais ça serait peut-être plus l'empathie, dans le fond, qu'on viendrait chercher. Oui, exactement. Exactement, d'être là pour les autres, puis de s'assurer qu'ils se sentent le mieux possible. Parce qu'après tout, tu sais, on est un peu responsable de comment ils vont se sentir ici quand ils vont arriver, ces étudiants-là. Puis tu sais, c'est tellement difficile pour eux, là. Tu sais, on réalise pas que, comme, oui, tu sais, ils ont des meilleures conditions ici, mais ils laissent toute leur famille derrière, là. Tu sais, t'imagines-tu, tu t'en vas, là, puis comme, ta famille, ils peuvent pas s'en venir, là. Il y a juste toi qui viens, puis comme... Ouais. C'est quelque chose, là. Ben, c'est ça, là. C'est difficile, puis tu sais, c'est difficile pour leur morale aussi. Tu sais, ils sont tout seuls ici, puis il faut pas, justement, faut briser l'isolement avec, tu sais, le côté plus social aussi qu'on parlait tantôt. C'est surtout pour ça, tu sais, pour pas qu'ils se sentent seuls, puis tu sais, c'est sûr qu'ils vont se sentir loin de chez eux, loin de leur famille, là. Ben, ils sont aussi littéralement. Ben oui, c'est quand même loin pareil. Là, ouais, mais tu sais... Peut-être qu'ils se refassent, dans le fond, autant, tu sais, financièrement que socialement. Ouais, tout, exact. Puis, tu sais, il y en a beaucoup, souvent, que dès qu'ils se mettent à faire un peu d'argent, ils envoient de l'argent à leur famille dans les camps, parce que, tu sais, l'argent, ça peut aider beaucoup leur famille dans les camps aussi. Fait que je sais qu'il y en a souvent là, qui envoient, là, dès qu'ils peuvent, là, ils envoient de l'argent à leur famille. Puis, ils pensent même pas à eux combler leurs besoins tout de suite. Ils pensent à envoyer de l'argent à leur famille. Là. Puis est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous aide ou qui vous nuit, ça? Parce que, tu sais, vous essayez de les aider financièrement, puis ils envoient de l'argent, je sais pas. Comment mais ça fait partie un peu là, du côté autonomie. Puis, tu sais, ça reste quand même... tu sais, on n'est pas là pour leur dire quoi faire. Non, c'est sûr. Fait qu'après ça, tu sais, je veux dire, c'est comme, tu sais, il y a personne qui gère ce que tu fais avec ton argent. C'est juste que tu t'assures pour en avoir assez pour manger, puis pour avoir comblé tes besoins de base. Mais c'est le même principe avec les étudiants qui sont parrainés ici. Tu sais, s'ils veulent l'envoyer, c'est libre à eux autres, c'est leur vie privée. C'est juste que nous, on prévoit pas un budget pour que tu l'envoies là-bas. Non, c'est ça. Fait que c'est à eux de gérer ça. Là. Fait que c'est leur vie privée. Ils vont peut-être plus économiser puis en envoyer, ou ils vont... Ça dépend. Tu gères ton budget. Là. Puis sinon... Béatrice, tu disais que tu étais dans l'exécutif. Est-ce que c'est quand même une grosse implication? Parce qu'on disait que les membres actifs, c'est plus léger. Puis sinon, c'est combien de temps, genre, par semaine que tu fais? Je dirais pas que ça se calcule en nombre d'heures par semaine. Parce que, tu sais, par exemple, avec chaque étudiant, on a comme un groupe WhatsApp.
parce qu'il faut être là aussi. Je dirais que c'est surtout plus prenant les premiers mois là, de l'arrivée des étudiants. Parce que là, une question comme, par exemple, comment j'ouvre mon cadenas, là, il faut être disponible pour lui montrer comment ouvrir son cadenas, par exemple. Là. Fait que c'est vraiment d'être disponible pour plein de petits besoins comme ça qui arrivent dans mon rôle, là, je dirais. Puis sinon, c'est qu'on organise aussi des soirées thé à chaque 2 semaines à peu près aux résidences, là, Alphonse-Marie Parent, au salon. Fait que s'il y en a qui ça intéresse, qui veulent juste découvrir un petit peu c'est quoi ce comité-là, tout le monde est les bienvenus, là, vraiment. Il y a des gens qui viennent juste voir, c'est quoi un peu ce comité-là. Fait que ça aussi, je dirais, comme implication, de participer aux soirées thé. Ça permet de briser l'isolement aussi, cette petite activité-là. Fait que c'est bien le fun. Puis sinon, je dirais qu'il y a aussi tout le côté financement. Des fois, c'est juste de se faire des petites rencontres là, dans le comité pour s'assurer que tout va bien. Puis prendre les rendez-vous. Moi, je m'occupais du côté santé. Fait que là, j'ai pris comme tous les rendez-vous, là. Chez le médecin, chez le dentiste, chez l'optométriste. Des fois, ça prend quand même du temps, là, parce qu'après ça, je reçois des confirmations téléphoniques ou, là, un autre qui m'appelle pour le rendez-vous, c'est l'infirmière. Fait que je dirais que c'est quand même un peu tout le temps, sans être un moment fixe pendant 4 heures de suite. Je sais pas si c'est clair, là. Non, c'est clair, je comprends. C'est faut que tu sois disponible quand même assez régulièrement pour... Oui, c'est ça. Puis sinon, tu sais, dans les premières semaines de quand l'étudiant arrive, ou les étudiants pour l'Université Laval, c'est beaucoup de choses quand ils arrivent. Tu sais, il y a des trucs qu'on prend pour acquis que les étudiants ne savent pas nécessairement quand ils arrivent ici. Fait que, tu sais, la première journée, ils arrivent dans leur résidence, puis là, tu sais, on leur fait un tour de l'appartement, puis là, tu sais, il faut leur montrer comment utiliser un micro-ondes. Il faut dire, on met pas d'aluminium dans le micro-ondes parce que c'est pas bon, ça. Après ça, il faut montrer à flusher la toilette, ouvrir la lumière, fermer la lumière. C'est pas acquis nécessairement. Ça se peut qu'il y en ait qui savent. Il y a des étudiants qui ont vécu dans des villes modernes comme ici avant d'être dans des camps de réfugiés, mais il y en a qui ont vécu toute leur vie. Ils sont nés dans le camp de réfugiés. Donc, ceux qui sont nés là, dans les camps, c'est sûr qu'ils n'ont pas des notions qu'on pense qui sont acquis là, pour nous, comme je disais, là, les lumières ou un congélateur. C'est quoi la différence entre un congélateur et un frigo? Donc, voilà. Ouais, c'est juste que c'est pas le même fonctionnement, tout simplement. C'est que c'est pas... Les villes sont pas construites de la même façon. Puis, aller googler camp de réfugiés, là, ça ressemble pas à nos quartiers ici. Non. Fait que c'est juste que tout est différent. Fait qu'il faut qu'ils fassent preuve de tellement d'adaptation. Exact, c'est vraiment quand de l'adaptation, là. Incroyable. C'est très inspirant aussi, là, ce qu'ils font. Ouais. Dans le fond, c'est parce que c'est vraiment comme si tu grandis dans un autre monde. Là. C'est des habitudes différentes, une culture différente. Je pense que c'est un peu normal que tu arrives ailleurs, dans un autre pays, tu ne dois même pas parler ta langue maternelle, puis de ne pas connaître toutes les habitudes que les gens ont pour acquis. C'est sûr que si nous, on va à ces places-là, je pense qu'on ne saurait pas toutes non plus. Là, c'est juste ça. Prendre l'autobus, là. T'arrives devant l'autobus, tu fais quoi, là? Est-ce qu'il faut que tu salues le chauffeur pour qu'il arrête ou il va s'arrêter tout seul? Qu'est-ce que tu fais rendu dans l'autobus? Si tu lui dis bonjour, je dois prendre l'autobus. Ça, c'est drôle parce que c'est tout des trucs. On le sait, là, c'est acquis, mais c'est pas des choses qui sont acquis pour eux. Même nous, quand on était plus jeunes, c'était pas acquis, je pense. C'est juste qu'on s'en souvient plus. Exact. On a toute une première fois dans l'autobus aussi. On n'a jamais toujours été dans l'autobus. Puis n'importe qui là, qui arrive ici au Québec, là, même si c'est pas une personne qui a été réfugiée dans sa vie, là, c'est quand même dépaysant là, parce que c'est juste une autre culture, une autre façon de fonctionner. Tout est nouveau. Fait que c'est vraiment juste de faire preuve de beaucoup d'adaptation. Puis ça fait partie de notre implication d'être là pour faciliter cette adaptation-là puis cette transition-là. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de membres actifs aussi là, qui sont là pour, par exemple, la première fois qu'on va prendre l'autobus ou parce que, tu sais, nous autres, dans l'exécutif, on peut pas tout le temps être là à temps plein. Fait que c'est pour ça que c'est super important qu'il y ait des membres actifs aussi puis qu'il y ait de la relève surtout là, pour qu'on soit capable de continuer les parrainages à travers les années. Puis, tu sais, contrairement à certains comités, tu sais, du BIAPRI, mettons, l'implication, elle dure pas juste pendant la session, là.
pendant l'été, on est encore là. Ouais. L'étudiant souvent arrive avant la session, donc il faut être là pour préparer son arrivée, préparer sa chambre. Souvent, je sais pas j'étais pas là pour l'arrivée des étudiants à Laval, mais à Lévis, on faisait des petits plats, mettons, on cuisinait, tous les membres du comité cuisinaient des plats, puis on les mettait dans son frigo pour que quand il arrive, il n'y avait pas besoin de commencer à cuisiner, là, qu'ils peuvent juste réchauffer ses plats dans le micro-ondes, là. Ouais. C'est des implications de avant aussi, là, il faut récolter les dons, puis plein de choses comme ça, là. Puis par rapport à l'accueil aussi, c'est que, on dit souvent que la première impression est très importante. C'est la même chose quand on accueille les étudiants, là, ici. Souvent, c'est que les personnes vont arriver toutes à des moments différents. Fait qu'on prépare des petites affiches. On essaie de se rassembler tout le monde ensemble. Comme Maëva a dit, on prépare un plat. Souvent, on demande à des personnes qui connaissent la cuisine traditionnelle des pays desquels les étudiants vont arriver pour que ce soit familier. Okay, ouais. Puis on essaie de créer vraiment une ambiance familiale parce que c'est comme si tu avais un frère ou une sœur qui allait te rencontrer pour la première fois, là. Aïe, aïe. C'est vraiment comme on est une grande famille, je dirais. Puis, tu sais, même les étudiants nous le disent souvent, là, c'est la grande famille du père de Laval. Ah ouais, c'est le fun, ça. Ouais, c'est ça. On est comme des frères et sœurs, dans le fond, une grande famille. Puis, on veut être là pour que la personne, elle se sente bien accueillie, puis elle se sente chez elle du moment où est-ce qu'elle nous rencontre. On veut juste que ce soit le mieux possible. On n'a pas besoin de faire ça, gros party, là, vraiment juste d'être accueillant, chaleureux, puis c'est ça. Fait que ça fait partie de l'implication aussi. Fait que c'est pour ça que je dirais là, qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, là. Mais c'est beau de voir que vous faites plein de petites choses justement pour ces personnes-là, tu sais, c'est pour leur accueil, pour tous leurs petits trucs, tu sais, puis pour leurs habitudes, c'est vraiment... c'est vraiment différent comme implication, je pense, que comparé aux autres, je pense, par rapport à cet aspect-là. Oui, c'est vrai que c'est une implication différente, mais je dirais pas que c'est meilleur qu'une autre implication, par contre, parce que, comme j'ai dit tantôt, je pense que toutes les implications sont bonnes et sont nécessaires. Non, c'est sûr. Je voulais pas dire le contraire. C'est bon. Les comités du biapri, vous avez votre place. Là. On vous aime bien gros. Là. Mais oui. Ouais. OK, donc pour terminer tranquillement l'épisode d'aujourd'hui, comme vous savez, moi j'anime un podcast. Ça me prend quand même beaucoup de temps, même que j'annonce la grosse nouvelle... ça va être une autre personne qui va l'animer la prochaine saison, une grosse affaire. Ça sera plus moi. Non, parce que ça demande beaucoup de temps. Puis vous aurez plus de détails dans les prochaines semaines. Sinon, justement, pour une personne qui est vraiment occupée, que c'est beaucoup d'implications puis que c'est beaucoup chronophage dans son horaire. Oui. J'aimerais savoir s'il y a des possibilités d'implication qui demandent moins de temps, qui peuvent se faire en dehors du comité. Oui, ben dans le fond, vu que tu n'animeras plus le podcast au printemps, tu vas pouvoir t'impliquer directement membre actif. OK, non, mais sans blague, il n'y a pas juste en s'impliquant là, dans l'exécutif ou dans les membres actifs qu'on peut s'impliquer. Là. Ça peut être juste en faisant des dons de toutes sortes, que ce soit des dons monétaires ou tout simplement, par exemple, vous avez un set de draps qui vous sert plus pour lit simple. On est preneur. Des chaudrons, des ustensiles, c'est ça. N'importe quoi, là. N'importe quoi dont vous ne vous servez plus, pardon, mais que c'est encore, on peut encore l'utiliser, là, c'est pas tout brisé. On les prend parce que, évidemment, si c'est des dons directement, ça coûte beaucoup moins cher que si on doit les acheter neufs ou usagés. Fait que ça peut être vraiment n'importe quoi. Puis dites-vous que tout ce qu'on a besoin dans un appartement de base, on prend. Puis on a un petit local aussi au Desjardins, le local de l'Asso, puis on entrepose déjà les dons parce qu'on s'entend que c'est des dons qu'il faut accumuler x3 parce qu'on accueille 3 personnes étudiantes. Fait que c'est pour ça qu'on prend des dons n'importe quand, puis on prend n'importe quel don aussi. Puis sinon, une autre façon de s'impliquer un peu indirectement, je pense que Maëva veut rajouter quelque chose avant. Oui, bien aussi, chaque étudiant sur sa facture scolaire donne un certain montant pour le programme d'étudiants réfugiés. On parle de tous les étudiants de l'université. Tous les étudiants de l'université, pas juste les biapristes. Non, pas juste. Mais en fait, comment ça fonctionne, c'est parce que pour notre financement, il y a la CADEL qui, entre autres, là, c'est vraiment pas le seul, mais entre autres, c'est ça, il y a la CADEL qui nous fournit un montant fixe qui nous permet justement de réaliser le parrainage de 3 personnes chaque année. Fait que
dans le fond, le montant que la CADEL nous offre a été accumulé grâce en partie là, avec ce qu'on paye sur notre facture scolaire, comme Maëva l'a dit. Fait que dites-vous là, que tous les étudiants qui ont payé les frais de la CADEL au premier cycle, vous avez participé indirectement là, au parrainage là, de ces personnes-là. C'est quand même incroyable quand on y pense, parce que c'est pour ça qu'on peut dire que c'est le parrainage de jeunes par des jeunes. OK. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je sens que j'ai aidé quelqu'un sans le savoir. C'est ça. Ben, exactement. Vous participez déjà comme ça. Puis une autre façon de s'impliquer aussi, c'est juste en s'intéressant au sujet par rapport à la crise des réfugiés, en essayant de contribuer à bâtir des communautés accueillantes, juste en s'intéressant à ce qui se passe aussi, puis qu'est-ce que je peux faire aussi des fois pour en savoir plus. Dans des discussions, des fois, il y a souvent, sans qu'on s'en rende compte, des préjugés qui se glissent par rapport aux personnes réfugiées. Fait que des fois, c'est juste de prendre connaissance de ça pour essayer après ça d'être plus inclusif dans notre conversation. C'est juste des petites façons qui nous permettent de s'impliquer un peu puis de faire quand même un petit peu une petite différence pareil là, par rapport à cette crise-là. Puis ça fait un petit peu un clin d'œil là, à ce que Corneille m'avait transmis là, par rapport justement aux communautés accueillantes. Donc, merci d'être venu aujourd'hui à l'épisode de Maëva et Béatrice. C'était vraiment le fun de parler avec vous du programme Père UMC. Mais merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Donc, pour conclure, comme je disais tantôt, on est déjà à la recherche d'une prochaine personne ou de 2 prochaines personnes qui pourront animer la 5e saison d'A priori. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous viendrez m'en parler. La personne sera élue justement cet hiver. J'en fais la grande annonce. Donc, j'ai déjà hâte de voir qui va se porter volontaire. Donc là-dessus, c'est là-dessus que se conclut la 4e saison d'A priori. On se voit cet hiver. C'était A priori sur les ondes de chez 94.3. Salut.